tarder de vous présenter l'objectif de notre rencontre qui a pour but d'identifier les facteurs de risque à la santé psychologique au travail et de reconnaître les moyens qui favorisent la présence de facteurs de protection. Qu'on va voir dans cette présentation, je trouvais important d'aborder quelques définitions parce qu'à un moment donné, on peut s'y perdre là, dans santé mentale, tantôt on aborde la détresse psychologique, la santé psychologique, la psychologique. Donc, je vais présenter les définitions principales en lien avec ce thème. On va bien évidemment voir les facteurs de risque psychosociaux de l'INSPQ, les effets de la pandémie sur la santé psychologique. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de cette question-là. Les symptômes de la détresse psychologique pour mieux les reconnaître s'ils se manifestent et agir. Les pratiques de gestion pour favoriser la santé psychologique. On va aussi voir les 3 besoins fondamentaux du professeur Jacques Forêt et on conclut avec les rôles, les responsabilités, puis les obligations de l'employeur, des gestionnaires et des travailleurs pour prévenir la détresse psychologique. Donc, définition de santé mentale pour commencer. Alors, on dit que la santé mentale, c'est un état de mieux-être dans lequel une personne comprend ses propres capacités, qu'elle peut surmonter les tensions normales de la vie et qu'elle peut accomplir un travail qui soit productif et fructueux et qui peut contribuer à la vie de sa collectivité. Donc, pour se dire en bonne santé mentale, c'est ce qu'on devrait être capable de faire. Bon, c'est certain qu'il peut arriver des journées où est-ce qu'on n'est pas en pleine forme et puis qu'on n'a pas nécessairement, on ne se sent pas très productif au travail. Évidemment, ça peut arriver, mais c'est lorsque ces situations-là se manifestent sur une longue durée qu'on peut voir des effets à la santé mentale. On dit aussi que la santé physique puis la santé mentale sont le résultat d'une interaction complexe entre de nombreuses personnes et des facteurs environnementaux. Alors, la façon dont on se sent et la façon dont aussi on va réagir à ce qui peut arriver dans notre vie sont influencés par différents éléments. Coralie, je ne sais pas si les micros sont tous fermés parce qu'on dirait que j'entends des bruits de pages ou d'autres bruits environnement. Là. Je ne sais pas si... Je suis juste en train d'éteindre les téléphones des participants qui arrivent, mais tout est éteint, oui. OK, merci. Donc, il y a les antécédents familiaux de maladies, les caractéristiques génétiques. Ça a été démontré scientifiquement là, que si dans notre famille, il y a des personnes qui ont été aux prises avec des problématiques de santé mentale, il y a une probabilité plus élevée qu'on puisse en être aussi atteint. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'il y en a eu, qu'on va systématiquement en avoir aussi. Il y a d'autres éléments qui viennent influencer. Notamment le style de vie et les comportements qu'on a qui sont liés à la santé. C'est démontrer aussi qu'une personne qui va prendre soin de son alimentation, qui va avoir une bonne hygiène de vie, qui va faire de l'exercice, qui va éviter de fumer ou de consommer des substances toxiques, elle a davantage de probabilité d'épargner des difficultés de santé mentale. Le niveau de stress personnel, mais aussi le niveau de stress lié au travail. Quelqu'un qui est confronté à beaucoup de stress au travail, mais qu'en plus, dans sa vie personnelle, la personne rencontre des difficultés, qu'elle vit un deuil, une séparation, de la maladie, des problèmes de santé physique, ça vient aussi augmenter. Si on est exposé aussi à des traumatismes, les circonstances et antécédents liés à la vie personnelle, c'est sûr que si on accumule des traumatismes, si on accumule des situations difficiles, ça peut éventuellement affecter notre santé mentale. Et l'importance aussi d'avoir accès à du soutien lorsqu'on en a besoin. Et j'ajoute dans un délai quand même raisonnable, les soins de santé dans les meilleurs délais, mais le soutien social. Donc les amis, la famille, les collègues, donc l'environnement qui puisse être d'une écoute particulière lorsqu'on
sent qu'on a besoin de se confier ou tout simplement, évidemment, les ressources professionnelles qui sont disponibles. Et puis, bien sûr, nos compétences d'adaptation. Je vais faire un webinaire la semaine prochaine sur la résilience, où est-ce que justement il va être question de notre capacité à nous adapter à des situations qui surviennent, qu'on n'a pas choisies. On n'a pas tous non plus cette même facilité. Est-ce qu'on peut tous y accéder à cette capacité? La réponse est oui, mais pour certains, le chemin emprunté va être un peu plus long que d'autres. Donc, notre santé mentale, en fait, elle peut être influencée par l'un ou l'autre et aussi plusieurs de ces éléments. Donc, on a tout intérêt, si on veut préserver notre santé mentale, au moins agir sur les éléments qui sont cités ici, sur lesquels on a du contrôle. La capacité, justement, de gérer notre stress, de s'entourer de bonnes personnes, de faire attention à notre alimentation, à de l'exercice physique, tout ce qui peut faire en sorte qu'on va gagner des points là, pour accéder à une meilleure santé mentale. Donc, on dit lorsque les exigences imposées à une personne excèdent ses ressources et ses compétences d'adaptation, sa santé mentale s'en trouve affectée négativement. Donc, quelqu'un, par exemple, qui, juste avant le mois de mars, avant la pandémie, connaissait déjà des difficultés, que ce soit liées au travail ou personnel, qu'elle présentait des symptômes de détresse, mais cette personne-là, lorsqu'arrive la pandémie, ça va venir en ajouter encore davantage. Donc, on n'est pas tous là, dans ce qu'on vit actuellement, situés de la même façon. Alors, voici des exemples d'exigences courantes. Travailler de longues heures dans des circonstances difficiles. Donc, c'est facile de penser au réseau de la santé actuellement. Ceux qui sont au front, aux infirmiers et infirmières, préposés aux bénéficiaires, les médecins, tous ceux, en fait, même dans les organismes communautaires, les CPE, tous ceux qui actuellement travaillent dans des contextes qui sont moins faciles, qui doivent faire de longues heures. Puis ceux qui, en plus, doivent prendre soin d'un proche aux prises avec une maladie chronique. Donc, ce sont des éléments qui qui peuvent affecter notre santé mentale. Et c'est aussi documenté, les personnes qui ont des difficultés financières, le chômage et la pauvreté peuvent également porter préjudice à la santé mentale. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par épuisement professionnel? Donc, bien qu'il n'existe pas de définition qui est officielle sur l'épuisement professionnel, il y a tout de même l'American Psychiatric Association qui le décrit comme suit. On dit que c'est un épuisement émotionnel, donc on peut se sentir frustré, être fatigué d'aller travailler, avoir de la difficulté à composer avec les autres au travail. On a une espèce de détachement ou de cynisme par rapport à ce qui se passe. On éprouve moins d'empathie pour les autres parce que si on se sent épuisé, on peut même avoir moins d'empathie pour soi-même, donc c'est difficile d'en avoir pour les autres. Se sentir détaché de son travail, percevoir son travail, des éléments de celui-ci comme une source de frustration plus qu'une source d'accomplissement. Un faible niveau de réalisation personnelle, trouver son travail peu gratifiant, avoir l'impression de l'accomplir machinalement. Donc, on n'est pas connecté dans ce qu'on fait, ça ne nous apporte rien. Et il y a une dépersonnalisation, les pensées, les sentiments semblent irréels, il n'y a pas à appartenir à soi-même. Donc, on ne se reconnaît pas dans notre façon de nous comporter ou même les pensées qu'on peut avoir. Donc, si il y a des éléments que vous vivez qui s'apparentent à ce qui est mentionné ici, ça ne veut pas dire qu'on est en épuisement professionnel, mais il faut quand même qu'il y ait un petit drapeau rouge qui s'allume pour dire, faut que je sois vigilant ou vigilante par rapport à ce qui se passe actuellement, parce que je reconnais qu'effectivement, il y a des éléments qui sont faits que je peux vivre. Donc, ça aide à comprendre qu'est-ce qu'on entend par épuisement professionnel. Maintenant, la notion de santé et de sécurité
psychologique qui nous provient de la norme CSA 2003, qui est une norme nationale pour la santé et la sécurité psychologique en milieu de travail. Les organisations qui sont certifiées, notamment entreprises en santé, c'est cette norme-là aussi qui va être utilisée. Donc, le concept de sécurité psychologique, on dit qu'il consiste à prévenir les préjudices portés au mieux-être psychologique des travailleurs. C'est un milieu de travail, on l'a défini comme un milieu de travail sain et psychologiquement sécuritaire. C'est un milieu de travail qui favorise le mieux-être psychologique des travailleurs et qui ne porte pas atteinte à la santé mentale des employés par négligence ou insouciance ou de façon délibérée. On dit par exemple que le milieu de travail qui est psychologiquement sécuritaire est un milieu qui ne génère pas une peur excessive ou une anxiété chronique. Donc, en d'autres termes, si on va au travail et qu'on craint d'avoir à parler à telle ou telle personne, qu'on craint d'avoir à réaliser telle ou telle tâche, parce que forcément, ça va nous amener à devoir composer avec un groupe de personnes avec qui on n'est pas confortable, qu'on craint les propos irrespectueux, les situations où on se sent mis à l'écart. Bref, toute situation où est-ce que ça nous met dans un inconfortable psychologiquement, qu'on sent notre tension monter, notre rythme cardiaque monter, c'est pas sain, définitivement, c'est pas normal. Donc, c'est ce qu'on tente de démontrer dans cette définition. Alors, l'employeur doit mettre en place des moyens pour prévenir ces situations-là. On l'a notamment par la loi sur le harcèlement psychologique, on va en parler tantôt, mais avec cette norme-là, où est-ce qu'on va nommer les facteurs de risque psychosociaux, là aussi c'est possible finalement de voir de façon paritaire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour prévenir les problèmes de détresse psychologique liés au travail. Alors, ça m'amène à vous parler des facteurs de risque psychosociaux, du travail, de l'INSPQ. Peut-être que vous avez vu la présentation qui a été faite la semaine passée par Mme Marielle Pelletier dans le cadre de notre colloque annuel en virtuel. Elle a très bien présenté, Mme Pelletier, justement, les facteurs de risque. Donc, je reprends en fait une partie de sa présentation où est-ce qu'elle a présenté les différents facteurs. Donc, les facteurs de risque de l'INSPQ, on les définit comme suit. On dit que ce sont des facteurs qui sont liés à l'organisation du travail, aux pratiques de gestion, aux conditions d'emploi et aux relations sociales et qui augmentent la probabilité d'engendrer des effets néfastes sur la santé physique et psychologique des personnes exposées. Donc, ce sont soit des facteurs de risque qui vont appartenir à la façon dont le travail est organisé, encore une fois, toute l'importance, la bonne définition des rôles et responsabilités de tous et chacun, les pratiques de gestion, comment est-ce qu'on aborde les difficultés avec les employés, est-ce que les employés se sentent à l'aise d'aborder ces situations-là avec leur gestionnaire, comment se fait la communication entre collègues, les conditions d'emploi, est-ce une sécurité d'emploi ou bien est-ce qu'on craint continuellement de perdre notre travail, et les relations sociales, donc toute l'importance du soutien qu'on peut avoir avec notre employeur et les collègues. Alors, on va les regarder de façon plus précise. Donc, avec l'accord de Mme Pelletier, j'ai repris ce diapo de sa présentation lors du colloque. Les différents facteurs psychosociaux, donc, sont la communication et l'information. Donc, de quelle façon, je vais les reprendre un à un par la suite, là. Alors, de quelle façon on communique avec le personnel de l'organisation, de quelle façon l'information est acheminée, toute l'importance du soutien social du supérieur, le soutien social entre collègues, l'autonomie décisionnelle, est-ce que je peux décider à l'intérieur de certaines règles, à l'intérieur de certaines balises, comment est-ce que je peux réaliser mon travail? Est-ce que je peux prendre des décisions? Est-ce que je peux faire appel à ma créativité? Donc, ça vient avec l'autonomie décisionnelle. La reconnaissance au travail, c'est tellement important.
pourrais faire un webinaire seulement sur la reconnaissance au travail, l'importance de reconnaître les efforts et la charge de travail. Donc, l'idée, c'est que plus on améliore l'efficacité de la communication et de l'information, ben, plus on réduit le risque d'être exposé à des facteurs de risque psychosociaux. Donc, augmenter aussi le soutien social supérieur, augmenter le soutien social des collègues pour réduire les facteurs de risque, augmenter l'autonomie décisionnelle, augmenter la reconnaissance au travail et diminuer la charge de travail pour favoriser une meilleure santé psychologique. On va voir maintenant ce que chacun d'eux signifie. Pour la communication et l'information, on dit que ça réfère aux moyens mis en œuvre par la direction pour informer et consulter le personnel sur le contexte de l'entreprise et la vision de la direction. En vrai, c'est important pour les employés de savoir on s'en va où, de savoir finalement qu'est-ce qui s'en vient. Il y a des changements qui sont annoncés. Donc, comment ils sont annoncés ces changements? Est-ce qu'ils sont annoncés de façon authentique, avec des faits, assez rapidement avant que des rumeurs viennent déformer la réalité? L'importance du gestionnaire d'être prêt à ses employés lorsque des décisions importantes doivent être communiquées, de manière à s'assurer que c'est communiqué de la bonne façon, mais surtout qu'on est à l'écoute aussi des réactions, de ce que ça peut amener comme inquiétude. Donc, on dit la fréquence, le contenu et la manière de communiquer influent sur la perception des travailleurs d'être bien informés. On va avoir des moyens qui vont favoriser une bonne communication. Donc, on peut réaliser les annonces en personne. On sait à quel point on peut interpréter un courriel. On sait à quel point c'est facile de sous-entendre des mots qui sont écrits juste par l'emploi de certaines formules. Donc, de le faire en personne, ça nous assure de bien comprendre en même temps, de percevoir le non-verbal de la personne et encore une fois, d'être bien près des préoccupations des employés. Bon, alors, lorsque l'expression le permet, ça favorise évidemment le dialogue. Être disponible, si on a une importante annonce à faire, mais qu'on n'est pas disponible pour répondre aux questions, aux préoccupations, on fait notre annonce, c'est comme si on refermait la porte. Ben là, on a fait engendrer, finalement, c'est le petit hamster qui se met en route, puis là, ça peut générer beaucoup d'insécurité, d'inquiétude chez le personnel s'il n'y a pas la possibilité d'avoir des réponses à nos préoccupations. Donc, être disponible à titre de gestionnaire pour expliquer les décisions organisationnelles, ça aide à comprendre et prévoir des rencontres pour faire état de l'avancement des travaux et de la situation de l'organisation. Pour qu'encore une fois, on puisse faire un suivi de ces changements-là et surtout être moins dans l'inconnu. C'est lorsqu'on est face à l'inconnu, finalement, que ça peut nous mettre dans une position d'inconfort. On aime savoir où est-ce qu'on s'en va, on aime savoir dans quel bateau on est embarqué. Donc, c'est l'idée du facteur de protection ou de risque. Quand vous allez m'entendre parler soit de facteur de protection ou de risque, si la communication et l'information est bien réalisée, ça devient un facteur de protection. À l'inverse, s'il y a des lacunes au niveau de la façon dont on communique et on informe le personnel, ça devient un facteur de risque. À noter, la façon de communiquer aurait encore plus d'impact que le contenu de l'information transmise. Une communication qui va être authentique et transparente favorise un climat de confiance. Donc, encore une fois, on voit à quel point c'est pas seulement le contenu, c'est encore plus la façon dont on va communiquer les choses. On le voit bien maintenant avec justement notre premier ministre François Legault, sa façon de transmettre les messages, où est-ce continuellement il tente de rassurer la population, sa capacité, même dans des contextes difficiles, d'aborder un sourire, non pas pour rendre le contexte moins grave, mais surtout faire en sorte qu'on sent qu'il est en contrôle de la situation, qu'il veut apaiser la population. Mais c'est dans le même sens que lorsqu'on a des décisions difficiles à partager, à informer, à communiquer, on doit rassurer les gens, à être là pour répondre aux questions.
Le soutien social du supérieur, les pratiques de gestion du supérieur immédiat, est-ce qu'elles favorisent l'écoute? Est-ce qu'on se sent à l'aise d'aller voir notre supérieur pour discuter de situations qui nous préoccupent? Est-ce qu'on sent qu'il y a une ouverture aux opinions et est-ce qu'on sent qu'il est disponible pour répondre aux préoccupations de ses employés? Le rôle, le soutien social supérieur occupe une importance primordiale dans la prévention des risques psychosociaux. On sait qu'actuellement, les gestionnaires, les supérieurs ont une charge de travail importante. Donc, elle a bien mentionné, Mme Pelletier, lors du colloque, qu'il faut laisser de la place dans les tâches qui sont attribuées aux gestionnaires pour qu'ils puissent bien rencontrer son rôle de gestionnaire, c'est celui d'être près des employés. Parce qu'autrement, ça fait un effet domino. Si le gestionnaire est peu présent, ça va avoir possiblement des risques sur la façon dont l'équipe va se sentir, la façon dont les employés vont se sentir. Donc, si certains membres de l'équipe n'ont pas cette possibilité de partager des préoccupations pour qu'on trouve des solutions aux situations, puis qu'on se retrouve finalement avec une équipe qui fonctionne moins bien que des départs, on se retrouve avec une charge de travail qui va être plus importante pour des collègues. Donc, ça vient démontrer à quel point le noyau de l'équipe avec le soutien social supérieur est vraiment important. Alors, on dit que ça réfère à la capacité du supérieur immédiat de soutenir les employés de même que le degré de dignité, de politesse et de respect avec lequel les employés sont traités par le supérieur. Même si on a un supérieur qui est très disponible, mais qui, dans ses interactions avec les employés, ne fait pas preuve de civisme, de politesse, de respect, de considération pour le travail qui est accompli, il y a une exposition à des facteurs de risque à la santé psychologique, donc ce n'est pas tout d'être disponible. C'est du temps qui doit être donné, mais avec qualité. Maintenant, le soutien social en collègue, je ne sais pas, encore une fois, pour ceux qui ont pu assister à notre colloque, on a présenté des témoignages où est-ce que des gens qui étaient sur le front ont témoigné sur l'importance que le soutien des collègues a eu justement dans la première vague pour passer au travers, pour donner de l'énergie, pour les journées difficiles où est-ce qu'on avait besoin de sentir que tous et chacun travaillaient dans le même sens, travaillaient en équipe pour se soutenir, être à l'écoute, encourager, féliciter. C'est ça le soutien social en collègue. Donc, on dit soutien des collègues fait référence à l'esprit d'équipe, au degré de cohésion dans le groupe. Donc, on sent qu'il n'y a pas de plan, on ne sent pas qu'il y a des gens qui sont mis à l'écart. Il y a une assistance et une collaboration de la part des collègues dans l'accomplissement des tâches. Donc, on porte pas, il n'y a pas de préjugés. On ne va pas dire ah, telle personne n'a pas fait sa job, ça doit être parce qu'elle s'est dit qu'il y en a d'autres qui le feraient. Donc, on va poser des questions pour essayer de comprendre plutôt que de juger. Tout ça est fait avec une optique, avec une vision, mais surtout une attitude de bienveillance. Donc, les paroles qu'on va dire, les gestes qu'on va poser, les comportements qu'on va avoir, ça se manifeste avec en tête constamment le souci d'être bienveillant à l'égard des autres. Et c'est ça qui permet à une équipe d'être confrontée à des situations difficiles, mais de parvenir avec plus de facilité et faire en sorte qu'au final, on se dit, on se donne une tape dans l'eau, on se dit bravo, on y est arrivé, parce qu'on a pris soin finalement de chacun, de tous et chacun dans la situation. L'autonomie décisionnelle, donc, c'est d'exercer un certain contrôle sur le travail à réaliser et utiliser et développer ses habiletés. On dit, lorsqu'on sent qu'on est encouragé à être créatif, à avoir des idées, à les mettre en place nos idées, qu'on fait confiance finalement à notre capacité à réaliser des tâches avec de manière différente, mais dont le résultat est tout aussi efficace sinon plus, qu'on peut mettre
on peut utiliser nos compétences, c'est l'autonomie décisionnelle. Donc, on a la possibilité et l'encouragement à utiliser sa créativité, à faire preuve d'initiative et à développer ses compétences pour réaliser de nouvelles tâches. Donc, on n'est pas des robots, on aime pouvoir utiliser justement notre capacité à réfléchir, à faire les choses de la façon qui nous semble la plus logique possible. On dit aussi une marge de manœuvre pour prendre des décisions de manière autonome, pour choisir des méthodes de travail et contrôler le rythme de travail. La participation des employés aux décisions organisationnelles qui les concernent et l'implication des employés avant, pendant et après les changements organisationnels. Donc, en d'autres termes, faire en sorte que l'employé se sente partie prenante de l'organisation, tantôt par la possibilité de mettre en place les idées qu'il aura pour faire son travail, tantôt parce qu'on l'interpelle pour avoir son point de vue sur des façons de faire. Et bien sûr, lorsque vient le temps de partager des décisions, qu'on l'informe, qu'on prenne aussi du temps pour réagir à ce que ça peut amener comme conséquence. Donc, l'autonomie décisionnelle, c'est de dire, est-ce que moi, je peux quand même, dans le cadre de mon travail, même si c'est régi par des tâches, des règles, des rôles, des responsabilités, avoir la latitude nécessaire pour faire mon travail comme moi je le vois, tout en atteignant les objectifs souhaités. Alors, on dit que l'autonomie décisionnelle réfère aux notions suivantes. Le sentiment de contrôle et le sentiment d'accomplissement. Donc, le sentiment de contrôle, c'est la liberté de pouvoir décider comment faire son travail à l'intérieur de certaines règles et d'influencer la façon dont les choses se passent dans le milieu. Et le sentiment d'accomplissement est utiliser sa créativité et apprendre de nouvelles choses. On a besoin d'apprendre. Notre travail est une façon de se réaliser. Donc, la possibilité d'accéder à une autonomie décisionnelle aura certainement des effets positifs sur notre santé psychologique. Ça devient donc un facteur de protection pour notre santé psychologique. La reconnaissance au travail, donc, est-ce que les efforts déployés sont reconnus? Évidemment, il y a tout l'aspect de la rémunération. On l'a vu, encore une fois, avec ce qui s'est passé dans la première vague, l'importance de reconnaître le travail des préposés aux bénéficiaires, d'abord par une rémunération qui se veut équitable. Mais au-delà de la rémunération, il y a aussi toute l'importance de se sentir estimé par son organisation, par son gestionnaire, par ses collègues. Ça réfère aussi à toute l'importance du respect, de la considération, de sentir qu'on est traité avec équité, d'avoir une sécurité d'emploi, ça fait partie de la reconnaissance au travail, qu'on sait que je n'ai pas un contrat qui est constamment renouvelé, puis finalement, je sais à la dernière minute que mon contrat va être renouvelé, et la possibilité d'avoir une perspective de promotion. Donc, pour obtenir un effet positif, la reconnaissance, elle doit se réaliser à court terme et de manière authentique à l'égard des personnes concernées. Si on a des félicitations à faire à la suite d'une tâche qui a été réalisée avec succès, avec brio, mais qu'on le fait une semaine plus tard, c'est comme si on disait « bravo », mais j'avais autre chose à faire de plus important que de prendre quelques minutes pour te féliciter du travail accompli. Puis l'authenticité, si on dit les choses, mais que la personne pense que c'est fait, justement, parce qu'on dit que la reconnaissance, il faut en faire, si c'est fait uniquement dans ce but-là, mais que c'est pas senti, ça ne vaut pas la peine de le faire. Ça peut même être pire que de ne pas en faire du tout. Donc, il faut être vrai quand on émet des félicitations, quand on reconnaît le travail accompli, ça doit se sentir dans la voix, dans le regard, et ça doit être fait rapidement pour que ça ait les résultats positifs escomptés. Ça m'amène à vous parler au dernier facteur de risque, qui est la charge de travail. La charge de travail, on la présente sous 3 dimensions. Donc, il y a la charge prescrite, il y a la charge réelle et il y a la charge émotionnelle.
Donc, quand on a à investiguer sur la charge de travail, on doit tenir compte de ces trois éléments. Ce qu'on entend par la charge prescrite, ce sont les attentes de performance, les responsabilités et les ressources disponibles pour accomplir notre travail. Donc, la charge prescrite va référer, bon, il y a la définition de tâche, là, évidemment, de ce qu'on doit faire, mais ça réfère aussi à combien qu'on a de patients, par exemple, ou de résidents, ou de dossiers à traiter, et tout ça en prenant en considération les ressources qu'on a à notre disposition. Donc, ça, c'est notre charge prescrite, si on veut, ce qu'on sait à quoi on s'attend de nous. Quelles sont les journées de travail auxquelles on s'attend? Au-delà de la charge prescrite, il y a ce qui se passe réellement et concrètement sur le terrain. Donc, on sait, par exemple, qu'il y a tant, je ne sais pas, sur un étage, il y a 30 patients. Mais que parmi ce nombre de patients-là, je donne un exemple de résidence, par exemple, de CHSLD, on a par contre des patients, on a la moitié des patients qui sont atteints malheureusement d'Alzheimer avec un niveau avancé. Mais ça vient changer la charge de travail à laquelle on est exposé. Donc, la charge réelle, on dit que c'est le travail, comme il s'effectue au quotidien, avec ses contraintes et le vécu de la personne. Donc, quelles sont les difficultés qui sont rencontrées? On est supposé avoir, je ne sais pas moi, 8 préposés aux bénéficiaires, mais finalement, on se retrouve qu'il y en a 3. Mais ça vient augmenter fort possiblement les difficultés rencontrées. Et ça réfère aussi aux stratégies qui seront développées pour réussir le travail. Parce que même si on est confronté à des difficultés, est-ce qu'on a trouvé des stratégies pour y pallier à ces difficultés? Si la réponse est oui, ça ne va pas forcément augmenter notre charge réelle. Donc, il y a toute l'importance aussi de trouver des stratégies lorsqu'on est confronté à des situations qui vont venir pallier à ces difficultés. Et le troisième, la charge émotionnelle, en fait, c'est le poids des états subjectifs du travailleur en lien avec le rôle qu'il exerce et les personnes dont il a la responsabilité. Par exemple, on dit ne pas avoir les moyens de faire un travail de qualité, travailler d'une façon qui heurte sa conscience, avoir peur de commettre des erreurs. Bon, c'est très facile pour moi, là, encore une fois, de faire le parallèle avec tout ce qui s'est passé dans les CHSLD dans la première vague, où est-ce que les préposés aux bénéficiaires, forcément, devaient sentir qu'elles ne pouvaient donner les soins comme elles l'auraient souhaité, comme ça aurait dû être fait normalement. Donc, on est là confronté à une charge émotionnelle, parce que ce qu'on fait va à l'encontre de nos valeurs. Notre travail n'a pas le même sens qu'il devrait avoir parce qu'on n'a pas l'impression de faire les choses comme elles devraient se faire. Donc, ça amène une charge émotionnelle dans ce qu'on a à accomplir au quotidien. Et en fait, ici, je tiens à vous mentionner que ces dimensions de la charge de travail ont été présentées par Mme Nathalie Jobin et M. Pierre-Sébastien Fournier lors de notre colloque la semaine dernière. La charge de travail ressentie, on dit qu'au-delà de la charge prescrite, les éléments suivants doivent être considérés. Donc, la complexité du travail réel. Comme je vous disais tantôt, est-ce que, par exemple, on a des résidents avec qui c'est plus difficile? Est-ce qu'une journée, on est en pénurie de personnel, puis finalement, ça s'étale sur plusieurs semaines, plusieurs mois? La disponibilité, la qualité des ressources pour réaliser le travail. Donc, est-ce qu'il y a suffisamment de gens? Est-ce que les gens sont bien formés? Est-ce qu'ils sont compétents? Est-ce que les gens qui sont sur le terrain ont non seulement des compétences au niveau du savoir-faire, mais aussi au niveau du savoir-être? Parce qu'on vient de le voir précédemment, avoir le soutien de ses collègues, sentir que la reconnaissance au travail, c'est pas juste de la part du supérieur, mais ça peut être fait aussi avec les collègues. Donc, est-ce qu'on sent que dans notre équipe, malgré les difficultés, on se sent bien? Donc, c'est pour ça que la formation au personnel, puis j'inclus le gestionnaire, sur le savoir-être est importante parce que aujourd'hui, pour qu'on puisse sentir qu'on travaille avec une équipe compétente, que ce n'est pas juste des gens qui sont bons dans le savoir-faire,
mais aussi dans la façon dont ils se comportent avec les autres, de manière à contaminer l'équipe de façon positive dans les situations plus difficiles. Quel est l'état des équipements auxquels on a accès? Est-ce qu'on a les bons équipements qui sont disponibles en quantité suffisante? Est-ce que aussi financièrement l'organisation peut pallier à certaines difficultés? Et il me semble aussi qu'on va devoir prendre pour les imprévus et les interruptions fréquentes auxquelles on peut être confronté. Donc, tout ça vient finalement changer la donne de la charge de travail prescrite lorsque on est exposé à à un ou l'autre de ces éléments de la charge ressentie. Donc, les effets de la pandémie et les risques à la santé mentale, au niveau personnel, dans un deuxième temps, on verra au niveau organisationnel, on est confronté à un soutien social qui est plus difficile parce qu'on n'a pas accès, comme on pouvait avoir avant, par exemple, à pouvoir rencontrer physiquement notre famille, à pouvoir rencontrer physiquement un ami, une amie pour aller prendre un café, pour verbaliser ce qu'on sent, pour si on sent qu'on a une charge émotionnelle qui est grande, on sait que c'est important de se confier à une bonne écoute. Mais lorsque ces situations-là deviennent plus difficiles parce que, évidemment, on est contaminé, il y a des facteurs de risque auxquels on est exposé. Donc, toute l'importance, on a le virtuel qui est à notre disposition, toute l'importance d'utiliser, il ne faut pas oublier que le téléphone existe encore, mais lorsqu'on le peut, utiliser le virtuel pour parler, pour se confier, c'est vraiment important. Les activités de ressourcement, on dit aussi qu'elles sont limitées. Quelqu'un qui avait l'habitude, par exemple, d'aller défouler son stress au gym, doit trouver d'autres moyens de le faire avec d'autres activités. La peur de contracter le virus, on le tous, c'est une menace à laquelle on est confronté, ou la peur de transmettre le virus, imprévisibilité liée à l'avenir, on ne sait pas cette pandémie-là à quel moment elle va s'arrêter. Heureusement, actuellement, on a quand même des bonnes nouvelles concernant la possibilité d'avoir un vaccin, donc ça aide à avoir un peu plus la lumière au bout du tunnel. Certains ils peuvent rencontrer des soucis financiers, il y a eu beaucoup de fermetures, donc ça peut amener des sources de stress et on peut s'inquiéter pour nos proches, pour notre famille, nos amis, si on a des parents âgés, on sent que eux aussi, ils peuvent trouver difficile la situation. Donc, il y a des effets à la santé mentale actuellement. Depuis le début de la pandémie, on est tous confrontés à être plus à risque au niveau de la santé mentale, ne serait-ce par rapport à ce qu'on vit quotidiennement. Donc, il faut trouver des solutions pour chacun de ces risques-là, voir quels peuvent être les plans B, pour chacun des éléments finalement auxquels on peut être exposé. Si on a peur de contracter le virus, se dire je vais faire tout ce que je peux, garder ma distance, porter le masque, me laver les mains. Parce qu'on a peur de le transmettre, on va encore une fois, on va respecter les consignes de la santé publique, puis l'imprévisibilité liée à l'avenir, effectivement, on ne sait pas à quel moment ça va s'arrêter, mais on sait que ça va s'arrêter, ça ne va pas durer toute la vie. Donc, il faut garder l'espoir. Puis, les soucis financiers, on l'a dit, il y a beaucoup de gens qui ont accès maintenant, qui vont aux banques alimentaires, des gens qui ne sont jamais allés, donc il ne faut pas avoir honte de ces situations-là. Il faut trouver des plans B à ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut rencontrer comme situation. Puis, pas hésiter à prendre des nouvelles de nos proches parce que lorsqu'on prend le temps de communiquer avec notre famille, avec nos amis, c'est bon pour notre santé psychologique à nous de voir que ça fait du bien pour les autres, qu'on donne ce petit fil-là, qu'on se préoccupe de comment ils vont. Donc, on fait une pierre deux coups finalement en étant bienveillant à l'égard de ceux qui nous entourent dans notre vie personnelle. Maintenant, au niveau organisationnel, soutien social de l'équipe, pour ceux qui, effectivement, sont à distance, il
faut pas hésiter à créer des moments de rencontre avec des collègues de travail en virtuel. On avait l'occasion de le faire quand on se déplaçait au travail au quotidien, puis que dans le corridor, ben, on demandait des nouvelles de notre collègue, puis comment ça va, qui ton enfant, comment ça se passe à l'école. Bien, toutes ces occasions-là qu'on avait d'échanger, c'était aussi un soutien social. On peut les créer, ces situations-là, même en virtuel, puis il faut les planifier pour s'assurer qu'on va le faire. Il ne faut pas penser que parce que c'est à distance, c'est moins bon. Non, d'avoir des sous-groupes, il peut y avoir 2-3 personnes au travail avec qui on a plus d'affinité. Donc, on se donne des rendez-vous, ça peut être 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, ça n'a pas besoin d'être long, ça peut être un 15 minutes, mais au moins, on sent que ça brise l'isolement. On se sent davantage connecté à l'organisation, le sentiment d'appartenance à l'équipe, et tout ça est favorable. Il y a une modification dans nos tâches, évidemment, ça amène notre façon de faire les choses différemment. Donc, ça nécessite possiblement des besoins en formation, en communication, communication, information à distance. Donc, encore une fois, toute l'importance de rester connecté les gestionnaires à l'équipe de travail, même si on est à distance, de prévoir des rencontres régulièrement pour prendre le pouls. Ces rencontres peuvent être faites de manière individuelle ou en sous-groupe, de façon à ce qu'on favorise l'engagement de tous et chacun, puis qu'une fois que la pandémie sera terminée, mais qu'on ne sente pas finalement qu'on retourne dans la vie normale, en guillemets, mais qu'on a perdu un peu là, de ce sentiment d'appartenance-là. La charge de travail s'est modifiée soit à la baisse soit à la hausse parce que ce qu'on avait l'habitude de faire avant, mais peut-être que maintenant ça se fait autrement ou ça se fait plus du tout. Donc, ça peut avoir des effets sur notre charge de travail. Donc, voir comment on peut composer avec une nouvelle charge de travail. La reconnaissance, bien qu'elle soit à distance, il faut la faire quand même. Il ne faut pas penser que parce qu'on le fait de manière virtuelle que c'est moins important. Et l'autre élément auquel ici on peut être exposé, c'est l'incivilité, le harcèlement psychologique. Puisqu'on vit tous actuellement un niveau de tension un peu plus élevé qu'en temps normal lié à cette pandémie, ben, ça peut faire en sorte qu'il y a des gens qui ont une moins grande capacité de composer avec la situation et ça peut se refléter dans leur comportement, dans leurs propos. Donc, il faut intervenir si on sent qu'effectivement, il y a une certaine tension dans l'équipe de travail. Si c'est à distance, mais ça peut se manifester par des courriels. Hein. Lorsque c'est écrit en caractère gras, en majuscule, en double souligné, avec du rouge, des points d'exclamation en rouge, ben c'est comme si on était en personne et que les propos nous étaient dits finalement avec un manque de respect, de considération. Il faut faire attention, donc c'est pas parce qu'on est à distance qu'il y a nécessairement moins d'incivilité ou de harcèlement psychologique, pas du tout. Ces situations-là peuvent se manifester. Puis je vous dirais même que, justement, parce que la personne est derrière son écran, elle peut avoir encore plus de facilité à réagir avec un manque de respect que si elle le faisait en personne. Donc, il faut intervenir sur ces situations-là, former le personnel à l'importance de la prévention de l'incivilité et du harcèlement psychologique, mais surtout démontrer qu'on intervient si ces situations-là se manifestent de manière à ce qu'on démontre que pour l'organisation, ce n'est pas acceptable et que tous ces comportements auront des conséquences. Alors, c'est important finalement d'agir sur chacun de ces éléments au niveau organisationnel. Maintenant, les symptômes de la détresse psychologique, on dit qu'en situation de détresse psychologique, il faut être vigilant si les symptômes suivants apparaissent. Lorsque on sent qu'on est plus anxieux, qu'on dort moins bien, qu'on ne mange pas comme à l'habitude, soit on a davantage d'appétit, moins d'appétit, on a de la difficulté à se concentrer, on n'arrive pas à faire nos tâches comme on devrait le faire normalement. Puis, lorsque les tâches qui étaient habituellement agréables deviennent exigeantes,
On a un texte à écrire, par exemple. On a un courriel à transmettre à une personne qui ça nous apparaît lourd. Ben, c'est un symptôme. Si on se sent davantage irritable, c'est un symptôme. Donc, la raison pour laquelle je présente ces symptômes-là de stress psychologique, c'est surtout pour qu'on puisse être vigilant envers soi-même, mais aussi à l'égard de nos collègues. Si on voit que certains de nos collègues n'avaient pas l'habitude de réagir de façon irrespectueuse ou avec un ton un peu plus brusque, puis qu'on remarque qu'il est de plus en plus irritable, puis qui nous dit « Ah, je ne dors pas bien », bien, être à l'écoute de ces symptômes-là, puis en parler avec la personne. Ce qu'on souhaite, c'est surtout éviter que la situation dégénère, d'une part, mais d'autre part, toute l'importance de bien orienter cette personne à aller chercher de l'aide professionnelle au besoin. Donc, on dit consulter, aller chercher de l'aide, en parler, se référer à des ressources professionnelles compétentes en cas de besoin et intervenir auprès d'un collègue ou d'une personne de notre environnement si l'on remarque la présence de ces symptômes. Ça se peut qu'on ne dorme pas bien pendant 4-5 jours. Ça se peut qu'on ait moins d'appétit dans des situations où on sent notre niveau d'anxiété plus élevé. Donc ici, ces symptômes-là deviennent importants lorsqu'ils sont de façon continue, là, sur une période, on dit à peu près 3 à 4 semaines. Là. Si ça fait 4 semaines qu'on ne dort pas bien, effectivement, il faut chercher un peu plus loin, non seulement les causes, mais surtout qu'est-ce que je dois faire là, pour pallier à ces situations-là. Alors, ça m'amène à vous parler des ingrédients du stress. Vous avez peut-être déjà entendu parler, elle est même passée à l'émission Tout le monde en parle dimanche soir dernier, la docteure Sonia Lupien qui souvent va référer aux 4 éléments du stress pour évaluer notre exposition au stress. Donc, la docteure Sonia Lupien nous propose le CINE, qui est composé, dans le fond, le C pour le contrôle, le I pour l'imprévisibilité, le M pour la nouveauté et le E pour l'ego menacé. Donc, ce qu'elle dit, la docteure Sonia Lupien, c'est lorsqu'on se sent confronté à une situation stressante, il faut regarder lequel de ces éléments-là. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir 2, 3 ou 4. Lequel a une influence sur notre stress. Donc, si on est capable d'agir sur l'un ou l'autre de ces éléments pour réduire notre stress, donc ça va nous aider à composer avec la situation. Donc, lorsqu'on parle de contrôle, vous sentez que vous n'avez aucun contrôle ou très peu de contrôle sur la situation. Par exemple, la pandémie. On n'a pas de contrôle sur le moment où cette pandémie-là va pouvoir arrêter. On n'a pas de contrôle sur le virus qui est en circulation. Par contre, on a un contrôle sur qu'est-ce que je peux faire pour me protéger. Alors, l'idée, c'est toujours d'essayer de voir si je n'ai pas de contrôle sur la situation. Est-ce que j'ai du contrôle sur comment moi, je dois réagir à la situation pour préserver ma santé psychologique? Est-ce que je peux influencer mes pensées de façon positive? Si le plan A ne fonctionne pas, bien, quel peut être le plan B? Toujours avoir des scénarios B, C, D pour justement nous faire sentir qu'on a du contrôle sur la situation. L'imprévisibilité, c'est quelque chose, on réfère à quelque chose de complètement inattendu, qui se produit ou encore vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce qui va se produire. Donc, effectivement, le virus, c'est imprévisible, on ne sait pas à quel moment ça va se terminer. Donc, dans la situation, on doit composer avec cette imprévisibilité-là. Puis dans les moments où on sent que c'est plus difficile, trouver des situations pour réduire notre stress. Ben, il y en a qui vont avoir accès, par exemple, à aller faire des activités physiques pour réduire ce stress-là, pour mieux composer avec la situation. Donc, si c'est imprévisible, ben, est-ce que je peux orienter mes pensées différemment pour sentir que je suis davantage en contrôle avec la situation? Ça peut être la nouveauté, quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais fait, que vous n'avez jamais expérimenté ce produit. Bon, je donne un exemple, quelqu'un doit prendre la parole devant un auditoire, c'est la première fois que la personne le fait, c'est complètement nouveau.
Ça peut effectivement faire augmenter le niveau de stress. Donc, la personne, parce qu'elle est confrontée avec quelque chose de nouveau, ben, pour réduire son stress, pour dire, ben, je vais me préparer du mieux que je peux pour être en maîtrise de ce que je dois faire et me donner confiance sur la situation. Et l'ego menacé, ben, c'est leur comprendre que on peut juger nos compétences. Donc, vos compétences et votre ego sont mis à l'épreuve, on doute de vos capacités. Donc, justement, souvent, quand on est anxieux à l'idée de faire un exposé, ben, c'est parce qu'on se dit, est-ce que les gens vont me juger? Donc, c'est notre ego qui est interpellé à ce moment-là. On a peur de ne pas être à la hauteur dans notre travail. Donc, pour réduire finalement notre stress, on peut voir lequel de ces éléments-là sur lesquels on peut agir, que ce soit 1, 2, 3 ou 4, pour réduire ce niveau de stress. Ça fonctionne quelle que soit la situation. Donc, lorsque vous éprouvez un stress envahissant, l'idée, c'est de trouver les éléments du chemin qui sont en cause. Est-ce que c'est la perte de contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté ou l'ego? Fermez les pensées qui vous obsèdent afin de les calmer. Et c'est souvent, justement, en cherchant des scénarios plan B et C aussi que ça va réduire notre stress et on va avoir l'impression finalement qu'on va passer au travers pour s'en sortir. Alors, pour avoir un bien-être, traverser cette période le plus harmonieusement possible, on gagne à contrôler notre imagination et éviter de penser au pire. Ça ne sert à rien. On l'a vu dans les médias, parfois la façon dont l'information est transmise, on a tendance à nous montrer les pires scénarios. Il faut faire attention, il faut s'en tenir aux faits, à des sources fiables. Réévaluer son réseau d'entraide et ne pas hésiter à parler à ses proches de ce que l'on ressent, faire le bilan de ses intérêts, de ses forces et de ses faiblesses, profiter pleinement de ces moments libres pour se détendre, pour changer les idées. C'est vraiment important, même si c'est une demi-heure par jour, mais sentir qu'il y a du temps qui est juste pour soi, un moment qui nous fait du bien. Ça peut être d'aller prendre une marche avec notre chien, ça peut être de lire un bon livre, d'écouter une bonne émission, d'appeler un ami, mais il faut trouver des occasions au quotidien où est-ce qu'on va sentir qu'on se ressource pendant ce moment-là. Prendre soin de soi et des autres. C'est pas égoïste de prendre soin de soi. Parce que plus on va prendre soin de soi, plus on va être capable de prendre soin des autres. Quelqu'un qui ne peut pas avoir d'empathie envers lui-même, c'est-à-dire d'être à l'écoute de ses propres difficultés, aura beaucoup plus de difficultés à être à l'écoute des autres. Donc, il faut d'abord prendre soin de soi, se sentir bien, avoir la capacité de bien intervenir, justement pour bien détecter s'il y a des gens autour de soi qui ont besoin d'aide et surtout avoir la capacité de demeurer bienveillant. Alors, tout ça va aussi être facilitant si on continue d'être en contact avec la nature. Justement, la docteure Sonia Philippien le mentionne souvent. On a encore accès justement à la nature, aller prendre une marche dans un environnement qui est paisible et tout à fait favorable à notre santé psychologique. Les pratiques de gestion à favoriser pour prévenir la détresse psychologique, donc en contexte de pandémie. Les pratiques suivantes sont favorables. Assurer une bonne communication, information. On ne doit pas laisser le personnel dans l'inconnu, dans l'inconfort. Fournir un lieu de travail qui soit sécuritaire. On parle de santé psychologique, mais si on a peur pour notre sécurité physique, ça va être bien difficile d'accéder à une santé psychologique. Avoir le sentiment qu'on a les équipements de protection individuelle qui sont efficaces. Être à l'écoute des préoccupations, communiquer des attentes qui soient claires, réalistes, bien compris par tous et chacun. Encourager le développement humain et professionnel. On est exposé à des nouvelles tâches, des nouvelles façons de faire. Donc, on a besoin de se sentir compétent dans ces nouvelles façons de faire. Assurer un climat de travail qui soit sain, un travail d'équipe. Reconnaître les efforts qui sont déployés, faire confiance, encourager l'autonomie décisionnelle, faire preuve d'ouverture lors d'échanges d'idées et intervenir en cas de conflit, d'incivilité ou de harcèlement pour faire cesser la situation et démontrer que ces comportements-là ne seront pas tolérés par l'organisation.
Donc, ça m'amène à vous parler des 3 besoins fondamentaux. J'aurais trouvé dommage de ne pas les présenter parce que je trouve qu'ils font bien référence aux facteurs de risque psychosociaux de l'INSPQ. Le professeur Jacques Forêt nous a présenté ces 3 besoins psychologiques. Il y a fait un webinaire qui est disponible sur notre site Internet qui porte sur ces 3 besoins psychologiques au printemps dernier. Et ça fait référence, bon, vous vous rappelez certainement de la pyramide de Maslow là, qui parle des besoins, mais après une étude dans plusieurs pays, on en est venu à la conclusion qu'il y a en fait 3 besoins psychologiques pour toute personne qui sont innés et universels, à savoir le sentiment de compétence, d'autonomie et d'affiliation. On a tous besoin de sentir qu'on est efficace dans ce qu'on fait, qu'on est capable de surmonter les défis et de faire face aux challenges de la vie. Donc, pour ça, on a besoin d'autonomie aussi. Donc, l'autonomie, c'est de percevoir des choix, encore une fois, à l'intérieur de certaines règles et en accord avec ses valeurs. Et le besoin d'affiliation, donc ça réfère beaucoup au soutien social du supérieur, mais aussi le soutien social des collègues. On a besoin de sentir qu'on fait partie d'un groupe, d'une entité. Donc, c'est pour ça que le télétravail peut amener certaines personnes à sentir de l'isolement. Il faut briser cet isolement-là en créant des groupes, des projets en équipe qui continuent à se faire même en virtuel. Donc, plus ces 3 besoins sont satisfaits, plus la satisfaction au travail sera grande. Les rôles et responsabilités, donc il y a évidemment les obligations de l'employeur et les obligations du travailleur. Il faut se rappeler que l'employeur, en lien avec la loi sur la santé et sécurité du travail, doit prendre les moyens et les mesures qui sont nécessaires pour protéger la santé, assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Il ne faut pas écarter la santé psychologique. On a longtemps mis beaucoup d'efforts pour continuer à le faire sur la santé physique, mais il faut tenir compte de la santé psychologique dans cette obligation-là de l'employeur. Et il y a la loi sur les normes du travail avec le harcèlement psychologique. Heureusement, la réforme qui nous a été proposée dernièrement de la loi sur la santé et sécurité du travail apporte de bonnes nouvelles dans ce sens-là. Il y a davantage d'efforts qui de fond est mis pour la prévention de la santé psychologique. Et c'est pas seulement que l'employeur, il y a les obligations du travailleur. Il ne faut pas écarter l'obligation qu'on a à titre de travailleur de prendre les mesures nécessaires pour protéger notre santé, notre sécurité et notre intégrité physique. Donc, si on sent qu'on a des symptômes de détresse psychologique, il faut les reconnaître, il ne faut pas hésiter à en parler, il faut aller voir notre gestionnaire pour en parler, il faut aller chercher de l'aide, des ressources compétentes qui peuvent nous aider. Ça fait partie aussi de notre rôle et notre responsabilité à titre de travailleur. Et bien entendu, veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité, l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail à proximité. Donc, avoir tous les moyens de protection, respecter ces moyens de protection que l'employeur nous demande de faire, et la santé publique, bien évidemment, et la CNESST. Alors, les rôles et responsabilités toujours en prévention, au-delà de l'aspect législatif qu'on vient de voir et de la fonction occupée au sein de l'organisation, que l'on soit gestionnaire ou travailleur, se demander si notre communication et nos actions, nos attitudes, nos comportements sont constructifs, aidantes et orientées vers des solutions, parce que c'est en ayant cette façon de voir les choses qu'on va arriver à de meilleurs résultats, mais surtout avec un sentiment de santé physique et psychologique qui soit saine. On arrive à la conclusion. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Vous pourrez utiliser le chat pour répondre à ces questions. La première, c'est en situation d'inconfort, d'anxiété, que puis-je utiliser comme outil pour repérer ce qui me stresse? Donc, ça réfère à un élément que je viens de vous présenter récemment dans le contenu. Donc, quel est le petit outil que je peux utiliser pour m'aider à voir qu'est-ce qui me stresse et sur quoi je peux avoir du contrôle pour détecter ce qui me stresse?
Donc, avez-vous une idée de, et là je vous interpelle sur ce qui a été présenté récemment dans la présentation, vous pouvez répondre par le chat, en situation d'inconfort, donc qu'est-ce que je peux utiliser comme outil pour repérer ce qui me stresse? Est-ce que vous avez une idée? Effectivement, c'est le ciné, donc bravo Madame LGA. On va utiliser le ciné pour voir est-ce que c'est le contrôle, la nouveauté, l'inconnu ou bien l'ego qui est menacé. Monsieur, excusez-moi, je suis désolée. Donc, c'est le ciné qu'on va utiliser. C'est facile à retenir, un mot de 4 lettres et ça fonctionne pour toute situation, donc n'hésitez pas. Parmi les 6 facteurs de risques psychosociaux, selon vous, lequel est considéré le plus important? Donc, je vous en ai présenté 6 tout à l'heure, ce sont les 6 facteurs de l'INSPQ. Il y en a un qui est considéré comme étant, ils sont tous très importants là, mais il y en a un qui est fondamental. Lequel selon vous? On a une réponse qui dit le soutien social. Je vais attendre qu'il y ait quelques personnes qui se soient prononcées avant de donner la réponse. Les gens qui mettent soutien social, pouvez-vous préciser si c'est du supérieur ou entre collègues, parce qu'on a les deux dans les sites. Donc, l'autonomie en collègue, le soutien social supérieur, reconnaissance. Écoutez, je vais vous donner la réponse. C'est le soutien social du supérieur. La question a été posée à Mme Arielle Pelletier lors de notre colloque et elle a bien expliqué qu'ils sont tous bien importants, mais quand il n'y a pas le soutien social du supérieur, finalement, ça peut avoir des conséquences sur les autres facteurs de risque. Et c'est la raison pour laquelle il est important de prévoir dans la charge de travail du supérieur du temps pour qu'il puisse justement prendre soin de son équipe, être disponible. C'est le facteur de risque qui est le plus important. Si le gestionnaire n'est pas là, ça va venir fragiliser l'équipe de travail, mais les individus qui composent cette équipe. Et parmi les 6 facteurs de risque psychosociaux présentés, pour lequel d'entre eux croyez-vous avoir personnellement une influence? Est-ce que c'est celui de la communication, du soutien social supérieur, en collègue, l'autonomie, que vous avez une influence sur votre autonomie décisionnelle, sur la capacité de reconnaître, la charge de travail? Donc, parmi les 6 facteurs de risque psychosociaux, pour lequel ou lesquels d'entre eux croyez-vous avoir une influence? Donc, je vous laisse répondre. C'est difficile de répondre, c'est un peu plus difficile de répondre à cette question. Donc, est-ce que vous croyez que vous pouvez avoir une influence sur un ou l'autre de ces éléments? Charge de travail, communication, le soutien social en collègue, effectivement. Ça dépend, soutien en collègue. Écoutez, je vois le temps qui file, une vitesse grand V. Donc, la réponse, elle est la suivante. On peut avoir une influence sur chacun de ces facteurs de risque psychosociaux, même celui du soutien social du supérieur, dans le sens où si on perçoit qu'on n'a pas le soutien nécessaire, il ne faut pas hésiter à le mentionner. Il faut intervenir pour que des solutions soient mises de l'avant dans cette situation. Donc, si la façon aussi dont on perçoit la communication, donc on a une influence, si on a des inquiétudes, mais que ce qui nous est transmis comme communication et information ne répond pas à nos besoins, il ne faut pas hésiter pour clarifier nos interrogations. Le soutien est bien évidemment social en collègue, on a tous un pouvoir à ce niveau-là. L'autonomie décisionnelle qu'on peut prendre, la possibilité de reconnaître les efforts de tous et chacun
Et notre charge de travail, de voir justement, est-ce qu'il y a des éléments que je peux améliorer dans ma charge de travail? Est-ce que j'ai des questions que je mérite d'avoir des réponses? Est-ce que les rôles et responsabilités de tous et chacun, je les comprends bien? Est-ce que je vais chercher les réponses à mes questions? Est-ce que j'utilise les bons équipements au bon moment, au bon endroit? Donc, on peut tous avoir une influence sur chacun de ces 6 facteurs de risque psychosociaux. Je tiens ici à vous mentionner qu'à la STAS, on a une équipe en santé psychologique qui est composée de 3 conseillères, donc moi-même, ma collègue Lucie Legault et Chantal Toupin. Donc, si vous souhaitez que des interventions soient faites en prévention de la santé psychologique sur l'identification des facteurs de risque psychosociaux, vous pouvez communiquer avec nous. C'est une démarche qu'on peut faire, qu'on peut vous accompagner, à vous aider à aller identifier ces facteurs de risque psychosociaux auxquels vous pouvez être confrontés. Ça peut être une équipe, 2 équipes. Puis ça peut ne pas être évident justement de savoir à où on commence, quelles questions on pose, qui on consulte. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nos services à la STAS pour obtenir du soutien aussi sur cet aspect. C'est ce que je disais dans la diapositive, donc on est disponible pour vous pour réaliser une démarche d'identification des risques, former le personnel concerné ou le comité paritaire et proposer des moyens de prévention selon les risques qu'on aura identifiés. Alors, ça m'amène à vous remercier grandement pour votre écoute. Je sais que ce n'est pas évident d'être à l'écoute de façon continue. Donc, merci d'avoir été là et surtout, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questionnements. Et bien entendu, je vous laisse sur une note bienveillante en vous disant de bien prendre soin de vous et des autres autour de vous de façon à ce que chacun puisse œuvrer à ses occupations quotidiennes de façon saine, physiquement, mais bien entendu psychologiquement. Donc, merci.